Coucou, bonjour à tout le monde, à vous tous, vous toutes. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Alors, je reprécise que vous êtes au cœur du séminaire de clôture du programme BCHT et nous sommes ensemble jusqu'à demain soir pour différentes sessions, pour faire le tour, faire une espèce de bilan de tout ce qui a été enclenché, de tout ce qui va se poursuivre peut-être chez les uns, chez les autres, grâce à ce programme européen BCHT. Et puis, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. J'espère que vous avez bien mangé ce midi et que vous êtes en pleine forme pour suivre nos échanges et nos témoignages de cet après-midi. Au programme, justement, cet après-midi, deux grands thèmes. On parlera en seconde partie d'après-midi, entre autres, d'un guide sur le tourisme durable. Mais tout de suite maintenant, on va découvrir ce qu'est et ce que pourrait être encore un réseau d'éco-acteurs. Parce qu'on va le voir, on va en parler avec l'ensemble de nos invités, d'une idée de départ d'un réseau éco-acteur. Chaque territoire a pu développer des projets sensiblement différents, mais allant quand même souvent dans le même sens et poursuivant les mêmes ambitions. On va en parler avec nos différents intervenants sur le plateau avec moi. Je suis contente de ne plus être toute seule, parce que ce matin, j'étais toute seule. Mais m'ont rejoint Maud Kilofer et Anaïs Bod-Soares, qui sont toutes les deux chargées de mission à la réserve de biosphère du Marais Audomarois et qui organise donc ce séminaire. Merci d'être avec moi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Super. Et puis à distance, en visio, on a également avec nous Sarah Jordan de la biosphère du Nord-Devon. Coucou Sarah, j'espère que vous nous entendez bien. On vous donnera la parole tout à l'heure. Salut. Il y a également Lynn Trapano de la réserve de Brighton. Salut Lynn, j'espère aussi que vous aussi vous nous entendez bien et que vous êtes en pleine forme. Et puis enfin, il y a Jérémy Bourdoulouz de la réserve des îles et de la mer d'Iroise. Salut Jérémy. Bonjour, voilà. Depuis la Bretagne. Vive la Bretagne et vive la Grande-Bretagne qui est réunie à distance, mais avec nous malgré tout. Alors, on vous donnera la parole tout à l'heure puisqu'on va essayer de débattre de ces réseaux éco-acteurs. Mais déjà, avec vous, Maud et Anaïs, on va essayer de comprendre le point de départ, l'idée même du réseau éco-acteur. C'est né, je crois, au sein de la réserve de biosphère du Marais Audomarois. C'était quoi l'idée au départ ? Alors l'idée au départ, c'était de mettre en pratique cette jolie histoire du colibri qui, avec ses petites gouttes d'eau, va essayer d'éteindre un grand feu de forêt. Et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que chacun peut réagir à sa façon, agir au quotidien et prendre conscience de ce qu'il a comme impact au quotidien. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée de départ. Et après, il fallait mettre ça en forme. Il fallait trouver un outil pour pouvoir mettre ça en pratique, pour pouvoir impliquer les gens autour de cette jolie idée. Et donc, en fait, l'idée a commencé à naître au sein des réserves de biosphère françaises. L'idée était, voilà, des territoires souhaitent s'engager pour l'UNESCO, pour mettre en avant ces valeurs, pour agir et appliquer les valeurs de l'UNESCO. Et comment on peut faire ? Et donc, en fait, on s'est dit, un animateur, un coordinateur réserve biosphère ne peut rien faire quand il est seul. Il faut impliquer la population, il faut impliquer les acteurs au quotidien. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait travailler avec les professionnels, les acteurs au quotidien. Et donc, l'idée a essayé d'être un peu formalisée lors d'un précédent projet, un projet leader, qui a été porté par 3 réserves de biosphère françaises, les réserves de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais, la réserve de biosphère de Camargue et celle du Mont Ventoux. Et donc, ils ont essayé de mettre un peu en forme cette idée. Et c'est de ces 3 années de réflexion, donc, qui ont été menées de 2011 à 2013 à peu près, qu'est née la notion d'éco-acteur. Donc, que les gens soient acteurs, mais pour l'écologie, pour l'environnement, pour l'avenir. Ouais. Alors on verra avec tous les témoignages que ces éco-acteurs, ils ont des profils potentiellement différents. Est-ce qu'on pourrait dire, Anaïs, que malgré tout, dès le départ, Anaïs ou Maud d'ailleurs, dès le départ, il y avait cette notion aussi d'appropriation de ce label réserve de biosphère, c'est-à-dire une appartenance avec l'UNESCO derrière, et que finalement, il y avait l'idée de comment on valorise ça auprès des gens du territoire. Oui, c'est sûr qu'il y a cette idée de visibilité par les acteurs, donc cette appropriation de cette désignation qui est finalement assez peu appréhendée par les acteurs eux-mêmes. Et donc,
il y avait un biais ici, il y avait une façon de permettre à ces acteurs de s'approprier cette nouvelle désignation de réserve de biosphère qui est, enfin, je dis nouvelle parce que peu de gens qui habitent, qui sont acteurs sur ces territoires de réserve de biosphère comprennent, connaissent et comprennent ce concept de réserve de biosphère. Dans la réserve du Marais Audomarois, dans votre réseau éco-acteur à vous, il y a combien de personnes pour l'instant? Alors, des engagés depuis quelques années, ils sont 15 avec des profils socio-professionnels très différents. 15 et il y en aura plus. Alors, il y a déjà des questions qui arrivent sur le chat. C'est super. Allez-y, posez vos questions, apportez vos témoignages, vos commentaires. Je ne vais pas la prendre tout de suite et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va regarder un film qui présente justement votre réseau éco-acteur dans la réserve biosphère du Marais Audomarois. Ça va nous permettre de mieux comprendre et de mettre des visages sur les éco-acteurs. Et ensuite, on fait un tour de table. On regarde ce film. C'est la terre de mes ancêtres et je ne veux pas la quitter pour rien au monde. Je suis allée à l'école à Clermarais, je suis allée à la messe à Clermarais, au catéchisme à Clermarais. C'est nos racines, on est Audomarois. Je suis vraiment attaché à tout, je dirais, à l'histoire locale, à mes anecdotes de jeunesse, aux heures de jeu qu'on a pu avoir dans ces marais. On parlait souvent de la Côte d'Opale, des mines, mais il y avait un petit coin de paradis, il y a encore 10 ans, le pays de Saint-Omer, qui était souvent oublié. Quand tu arrives ici, eh ben, tu te sembles, comment on dit ça Dans le paradis. Dans le paradis, oui. Ouais. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, ma mère elle disait déjà, c'est des routes et des maisons partout pareil. Mais la rivière, non, vous partez, c'est un dépaysement, vous allez partir au bout de notre jardin dans le bateau, c'est un autre monde. Être éco-acteur, c'est être bénévole de la réserve. Ouais, déjà, oui. Par exemple, un enfant qui malencontreusement fait tomber un papier dans la rivière, ben nous on ramasse le papier et c'est le moment d'aborder la gestion des déchets auprès des personnes, des passagers en bateau. Et si vous voulez faire un jardin, vous êtes avec des produits chimiques, vous donnez des coups de pied dans les abeilles et des choses comme ça, bon, forcément, vous ne pouvez pas être éco-acteur. On ne va pas y arriver. Il faut avoir cette envie de se rapprocher de la nature. Chaque être vivant a son rôle. Si on n'a pas de limaces, on ne déplace pas le champignon mycorhize qui permet de nourrir les plantes. Donc la limace a un sens. Il ne faut pas en avoir trop. Mais si je laisse tout le monde vivre, j'ai des mésanges. Donc je mets un petit habitat à mésange. Une mésange va manger 3 fois son poids tous les jours. Et quand elle a ses oisillons, 5 fois son poids. Entendre la grenouille chanter, voir les libellules, le triton, le martin pêcheur qui vient chasser à la maison, en termes d'émotion, c'est très riche. Le bonheur, c'est quand tout d'un coup, on a des hérons qui reviennent. Réserve de biosphère, c'est pas donné à tous les territoires d'avoir cette chance d'être labellisé. Et la fierté, c'est de pouvoir l'expliquer aux habitants du territoire, l'expliquer qu'ils sont dans un territoire d'exception. Accueillir les touristes, expliquer comment aimer, respecter et garder tout notre environnement ici. La richesse qui compose ce marais, c'est qu'on est plein d'acteurs et qu'au final, on se rend compte que notre but, c'est le même, c'est entretenir le territoire. On dit quelquefois on fait un corridor écologique, mais nous on fait en même temps un corridor culturel. Tout le monde peut devenir éco-acteur parce qu'on remplit une charte et du coup on s'engage, donc on fixe aussi nos objectifs et on les revoit régulièrement. Donc on peut très bien commencer, on va dire, avec des petits objectifs et puis grandir au fur et à mesure. Et avec ça, on fait encore plus. Et on fait un plus grand effort pour être encore un meilleur éco-acteur. Je sens qu'il y a une belle énergie avec des acteurs du territoire qui ne travaillent pas forcément que dans le marais, parce que le marais, c'est une partie de la réserve de biosphère. On a des territoires qui ne sont pas dans le marais. Et on a un ensemble d'acteurs avec qui j'ai envie de travailler, j'ai envie de partager, sous différents angles, au travers de l'art, la culture, l'éducation à la nature. Tous les autres éco-acteurs, on se comprend bien. On aime bien d'être ensemble et d'en discuter ou de donner des idées l'un à l'autre. C'est pas vraiment un travail. On rencontre aussi nos homologues à l'étranger. Donc pour moi, c'est aussi la force d'un réseau, de pouvoir aller dans la rencontre à l'international, s'appuyer sur des expériences, des initiatives. Et si vous voulez participer à cette aventure, eh bien forcément, vous êtes le bienvenu.
pour changer le monde, on ne va pas dire il faut détruire l'économie, parce que ça n'arrivera jamais, je pense. De tout temps, on a eu du commerce. Non, c'est d'arriver vraiment à avoir une vraie conjugaison entre nature, respect de la nature et l'économie. C'est une toute petite chose quand tu le vois globalement, mais quand même, toutes les petites pièces, toutes les petites choses, c'est là que ça commence, à mon avis. Justement, l'erreur, ce serait peut-être de baisser les bras en se disant « il est trop tard, on ne peut plus rien faire ». Là, l'idée, c'est de tous se mobiliser, tous faire à son échelle. Et ensemble, je suis persuadée que si on est des milliers à le faire, on arrivera à faire avancer les choses. Tout le monde ne rejoint pas forcément le réseau, mais tout le monde peut adopter les bonnes pratiques des éco-acteurs. Et quand tout le monde fait ces petites choses, on a quand même un grand truc. On a tous sa petite graine, sa petite pierre à apporter à l'édifice, quoi. Le plus on participe, plus on se retrouve avec la nature, avec la vraie vie. Voilà pour la présentation du réseau écoacteur de la réserve de biosphère du Marais Audomarois. On en parle sur le plateau avec Maude et Anaïs. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, puisqu'il y en a qui arrivent juste là maintenant, c'est normal, il y a eu la pause de midi. Vous êtes toujours au cœur du séminaire de clôture du BCHT. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce film. Maude et Anaïs, il y a une question de Sam dans le chat qui nous demandait « Tout le monde peut-il devenir écoacteur ?» On va voir avec les autres témoignages que la réponse diffère légèrement d'une réserve à l'autre. Il en est quoi chez vous dans la réserve du Marais Audomarois ? Alors l'objectif premier est oui, que tout le monde puisse être écoacteur. Après, dans les faits, on a avancé par étapes. On a d'abord été voir les maraîchers, une des professions, une des activités économiques les plus fortes sur le Marais Audomarois, savoir si cette idée-là les intéressait. Et après avoir fait plusieurs ateliers, il s'est avéré qu'on allait créer une niche économique pour eux qui allait au final, sur le long terme, ne pas être aussi rentable que prévu. Donc ensuite, on a été approché par les bateliers, ceux qui exercent une activité professionnelle liée au tourisme, et qui ont dit que voilà, ils avaient envie d'être distingués, d'être reconnus en tant qu'acteurs pour la réserve de biosphère. Et donc, on a commencé à travailler avec ces professionnels, ces opérateurs touristiques, ces professionnels du tourisme. Et donc, les premières années, on a surtout travaillé à la naissance du réseau pour la réserve de biosphère du Marais Audomarois avec cette activité professionnelle. Et puis ensuite est venu... ces dernières années, surtout grâce au projet BCHT, on a pu avoir les outils pour développer, ouvrir aller plus loin, finalement. Voilà, aller plus loin et essayer de réfléchir comment adapter notre réseau, notre charte d'engagement à d'autres professionnels, mais également à d'autres profils. C'est-à-dire qu'on aimerait aussi pouvoir toucher des écoles, des communes, des habitants. Voilà, pour l'instant, vous touchez des acteurs, on va dire, économiques du secteur touristique. C'est ça, tout à fait. On est là-dessus chez vous. Exactement. Je précise parce qu'on va vite voir que c'est différent ailleurs. Pour finir ici en plateau pour l'instant, une dernière question, Maude. Pour devenir écoacteur, aujourd'hui, il faut cocher quelle case dans votre réserve, sur votre territoire? Alors, il y a plusieurs volets. On a, on va dire, des grands thèmes qui nous permettent ensuite d'orienter les engagements que va prendre l'écoacteur. Il y a un volet sur tout ce qui va être conservation de la biodiversité, donc ces gestes au quotidien sur... ça va être mettre un récupérateur d'eau, avoir un compost, ne pas utiliser de produits chimiques, avoir un entretien de ces espaces verts qui est beaucoup plus respectueux. Ensuite, on va avoir un côté social, éco-citoyen, où ça va être l'idée de créer du lien, de pouvoir adapter son activité à tout type de public, par exemple. Et on va avoir ensuite son implication dans le réseau, c'est-à-dire d'être présent, d'être disponible pour les autres écoacteurs, de créer du lien et d'être curieux. Surtout d'être curieux et d'avoir envie de partager ce qu'il sait, ce qu'il aime de son territoire aux habitants, aux touristes, à d'autres professionnels. Donc c'est un engagement.
hein, quand même C'est un important. Vous avez les félicitations de Andy pour le film qu'on vient de voir. Andy dit bravo pour le film. Well done, écrit-il dans le chat. On va prendre la direction du Nord-Devon, justement, mais pour retrouver Sarah Jordan, qui est là avec nous, connectée. Rebonjour, Sarah, j'espère que ça va bien chez vous. Comment votre réseau acteur à vous, il est un petit peu différent, hein, pour l'instant, vous l'appelez business partner. Oui, c'est ça. On l'appelle les partenaires économiques du North Devon. Et donc, il concerne les entreprises touristiques de votre territoire. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un des aspects du projet que d'encourager les entreprises du tourisme à nous rejoindre. Et nous avons commencé par faire un groupe de réflexion. Nous nous réunissons dans une pièce et nous discutons de la meilleure façon d'avancer sur ce projet. Nous avons une mise en œuvre, une application sur notre site web. Les gens l'apprécient beaucoup. Il y a différentes catégories sur ce site, préservation de la nature par exemple. Et les entreprises peuvent signer, adhérer à l'un de ces aspects en fait, et voir comment elles peuvent contribuer à atteindre ces objectifs de préservation, par exemple, de préserver leur terre. Ils peuvent discuter de la biosphère et comment ils peuvent faire partie du réseau, c'est vraiment aider. J'avais cru comprendre que les entreprises devaient s'engager sur 5 engagements à chaque fois, c'est-à-dire qu'on leur demandait quand même de dire, de faire un choix sur toutes les possibilités que vous offrez. Oui, en effet. Il y a un minimum de 5 critères d'engagement, mais il peut y en avoir jusqu'à 12 ou 13. Mais il leur faut adhérer à au moins 5 parmi la liste des points requis. Et alors, vous avez combien d'éco-acteurs aujourd'hui, Sarah? On en a 41 à ce moment. Et j'espère en atteindre 50 pour Noël. C'est mon but. Oui, la plupart sont des entreprises du secteur du tourisme. Mais on étend la proposition à toutes les entreprises de la réserve et d'embarquer avec nous des entreprises d'autres secteurs que le tourisme pur. Je pense que vous arriverez à 50 à Noël, puisqu'il y a quelques jours, quand on s'est parlé, vous étiez à 36. Et là, vous êtes à 41, donc ça va très, très vite. Bravo, Sarah, dans le Nord-Devon, pour la dynamique. On vous retrouve tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aille voir tout de suite Lynn Trapano de la réserve de Brighton. Bonjour, Lynn. De votre côté, sur votre territoire, aujourd'hui, comment on peut définir ce réseau écoacteur? Il regroupe combien de personnes et quel est le profil des écoacteurs? On a dû développer un réseau d'une manière un peu différente. Simplement parce que nous avons des ressources différentes dans notre zone. Donc nous, on a une approche plus entièrement digitale en fait. Sur le site de la Living Coast, c'est là qu'ils peuvent voir ce qu'on fait par rapport à nos valeurs et à nos objectifs. Donc il n'y a pas vraiment d'accréditation, c'est plus mettre en valeur, célébrer ce qu'ils font et qui est en cohérence avec le projet. Ils doivent faire certaines choses, évidemment. Est-ce qu'ils favorisent la pollinisation? Est-ce qu'ils promeuvent le cyclisme? Le recyclage?
Et donc, ils postent, ils mettent en ligne des histoires, des expériences. On est aux alentours de 20-30, mais ça grandit. C'est un réseau qui grossit. Donc, ça veut dire que n'importe quelle structure peut taper à votre porte et rejoindre cette vitrine web. Oui, à condition qu'ils mettent vraiment en application les valeurs. Et il faut que ce soit vraiment cohérent avec les valeurs et les objectifs de la biosphère. Ce n'est pas juste poster quelque chose sur Internet ou sur leur site. Non, non, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence. Mais notre porte est ouverte à tout le monde. Mais pour nous, c'est quand même plus, a priori, lié aux entreprises du tourisme. Mais comme pour Sarah, comme nous essayons d'ouvrir à d'autres types de secteurs. Et on peut dire que chez vous, il y a un axe communication qui est très fort, finalement. Oui, je pense. Ouais. Quand vous essayez de relayer l'information auprès du grand public ou des entreprises, il faut savoir raconter des histoires. Donc, on le fait sur notre site et il faut avoir une sorte de récit. Et de façon à ce qu'on puisse voir ce qui est fait. La notion d'accréditation est vraiment bien pour éviter de partir dans les mauvaises directions. Pour obtenir. Il y a des récompenses pour le tourisme vert. Nous ne voulions pas recréer une notion d'accréditation. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'est-ce que vous faites vraiment. Est-ce que vous fournissez, par exemple, des produits locaux pour le petit déjeuner? Est-ce que vous diminuez votre quantité de déchets? Est-ce que vous plantez des fleurs sauvages? Voilà, des choses qu'on ne sait pas forcément, mais qui donnent de l'émotion, qui mettent une dimension affective dans le processus. On voit bien jusqu'à présent que les positionnements sont sensiblement différents d'une réserve à l'autre. Et on va le voir encore avec vous, Jérémy Bourdoulouz. Bonjour, merci à vous aussi d'être avec nous. Donc, pour la réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise, vous êtes par ailleurs directeur du patrimoine naturel au parc naturel régional d'Armorique. Voilà. Alors, chez vous, les écoacteurs, c'est tout le monde, c'est aussi les habitants, c'est ça, et on va préciser d'emblée qu'ils sont forcément sur une des 3 îles, Ouessant, Molène et Saint, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est un territoire insulaire, bien sûr marin, et puis insulaire. Il y a moins de 1000 habitants sur ces 3 îles. Donc d'emblée, quand on a commencé la réflexion, c'était avec tout le monde, en tout cas avec ceux qui voulaient bien se mettre autour de la table avec nous. Et puis on a conçu ensemble le programme, exactement sur les mêmes valeurs que nos collègues précédemment, on est dans les mêmes logiques. Mais tout le monde avait envie d'être dans le bateau et nous a dit non, mais c'est pas que pour les entreprises, nous aussi on s'implique, nous aussi on a envie de partager des choses avec vous. Et donc d'emblée on a pris différents métiers, bien sûr les métiers du tourisme qui étaient super intéressés, mais aussi des écoles, des acteurs vraiment particuliers, etc., qui souhaitaient échanger. Il y avait vraiment cette logique de réseau qu'on apporte aussi entre les 3 îles, et puis surtout un réseau qui soit neutre, même si la réserve de biosphère elle est animée par les 2 parcs, cette réserve de biosphère c'est quelque chose de neutre qui n'appartient à personne. Ça, c'était un des enjeux qu'on avait, nous, au niveau des 2 parcs, qui sommes gestionnaires de la réserve. C'était de confier les clés de commande de la réserve de biosphère aux habitants du territoire. Les écoacteurs, ça a été vraiment la manière d'y arriver. Aujourd'hui, nous en avons une 20aine qui sont impliqués sur ce territoire, et puis ça grossit très progressivement. On va les chercher un par un, par contre, ça ne vient pas tout seul. C'est lié à notre toute petite population. Mais déjà, 20 sur moins de 1000 habitants, vous explosez là les records sur les 4 réserves. Finalement, c'est déjà beaucoup, au fond. Oui, c'est un challenge énorme et c'est un travail de relationnel humain qu'on a fait. On ne peut pas faire des réunions classiques comme on le fait sur le continent.
quand on va sur les îles, on rencontre les gens au café du coin, bien sûr à la mairie, mais voilà, c'est vraiment un échange humain entre les agents de la réserve de biosphère et puis le territoire. Et c'est ça qui est vraiment riche. Donc on a dû apprendre à s'adapter, échanger sur des tableaux Excel, franchement, ça n'intéressait personne. Les critères d'engagement, c'était pas ça non plus. Par contre, discuter des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'être insulaire? Pourquoi on vit dans une île? C'est toutes ces questions-là qui ont été vraiment beaucoup discutées avec passion par nos habitants des îles. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui se sont manifestés, ceux et celles qui se sont manifestés, étaient intéressés par une forme de label supplémentaire et qui pouvait les mettre en valeur finalement? Non, parce que quand on a une activité à Ouessant, quand on est un collège ou un particulier, ou même une entreprise, il n'y a pas besoin, ils ont déjà tout ça. Ce qui les intéressait, c'était vraiment la mise en réseau et puis clarifier les valeurs dans lesquelles ils s'engagent. Et ça, il n'y a personne d'autre que les projets UNESCO qui le proposent. C'est vraiment ce qu'ont dit mes collègues dans les interventions précédentes. On s'engage pour la nature, pour le respect de l'homme, de la biosphère. Et ça, c'était vraiment cette logique qui les intéressait. Et que nous, on matérialise via le site web, via des vidéos, et puis via des réunions de réseau qu'on a par ailleurs. Alors justement, on va poursuivre nos échanges avec vous tous sur, on va parler du suivi, de l'animation, de voir si on surveille que les écoacteurs continuent de cocher les cases correctement ou pas. Bref, mais avant cela, il va falloir que vous répondiez, si vous voulez bien, à la question qu'Élodie nous pose sur le chat. Elle nous demande si ce réseau se trouve aussi en dehors des réserves de biosphère. Qui veut lui répondre? Tout le monde a le droit de répondre. Ici en plateau, vous à distance, que ce soit Lynn, Sarah, Jérémy. Allez-y. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui, un réseau écoacteur est vraiment dédié à une réserve de biosphère. L'idée justement, c'est qu'on sorte des limites des réserves de biosphère, puisqu'en fait, ce sont des réseaux, comme le disait Jérémy, qui portent des valeurs que l'on peut du coup partager et retrouver sur tout autre type de territoire. Il faut juste qu'il y ait des gens motivés qui aient envie de se retrouver, d'échanger, de partager. Et à partir de là, tout territoire peut avoir son réseau d'écoacteurs. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure d'un guide, hein. On en parlera en fin de table ronde, et finalement, on verra que ce guide, on peut se l'approprier, qu'on soit réserve de biosphère ou pas. Oui. Hein, on est d'accord, Anaïs. C'était l'idée, tout à fait. C'est vraiment cette idée-là. Oui, il existe en fait des réseaux qui sont plutôt similaires à des réseaux écoacteurs dans d'autres réserves de biosphère et au-delà. Finalement, l'idée, c'était simplement, il existe des réseaux d'ambassadeurs de territoire, de bassins de vie. En fait, c'est ceux qui se retrouvent autour de valeurs communes et donc qui essayent de faire cette fameuse transition socio-écologique, finalement, parce que finalement, il y a aussi ce volet social qui est très, très important dans les notions dans les piliers de réserve de biosphère. Et d'ailleurs, Jérémy, je reviens vers vous parce qu'il me semble, vous me disiez que, alors typiquement vous n'avez pas du tout envie de l'enfermer sur un seul territoire, ce réseau, et vous cherchez à l'ouvrir et à travailler par exemple avec l'île de Wight. Je ne me trompe pas? Oui, on a un projet avec les collègues de la réserve de biosphère de l'île de Wight actuellement. Et c'est vrai que les réseaux d'écoacteurs, c'était assez franco-français dans un premier temps. Et le concept, j'ai l'impression qu'il est assez universel. Donc ça, c'est un peu l'intérêt du réseau mondial des réserves de biosphère. C'est qu'on s'échange plein de bonnes idées quand elles fonctionnent. Donc déjà, les collègues du North Devon et puis de Brighton, j'ai l'impression que ça marche pas mal là-bas. On a appris plein de choses aussi grâce à eux. Et puis sur l'île de Wight, ils ont encore d'autres modalités super intéressantes aussi d'échange avec la population. Et alors, c'était une île aussi, donc ça nous intéressait beaucoup de savoir comment ils fonctionnent là-bas. Et c'est vrai que sur les îles, l'enjeu, c'est vraiment de débloquer l'initiative aussi derrière ces réseaux d'écoacteurs. Quand on vit dans une petite communauté humaine comme une île, c'est pas forcément évident de créer son activité, d'exister, etc. Et le réseau d'écoacteurs donne confiance à toutes ces personnes. C'est un accès à la liberté, en fait, d'entreprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile à une échelle beaucoup plus large, effectivement. Alors, peut-être que ça va nous permettre d'ailleurs de voir plus précisément ce que le BCHT a permis dans ces réseaux. On va parler de l'animation, du suivi. Si j'ai bien compris, grâce au projet BCHT, il y a eu des moyens supplémentaires, notamment pour animer ces réseaux sur le temps. C'est un peu ça. On va commencer avec vous, la réserve du Marais Audomarois. Maude? Oui, c'est tout à fait ça. Ce projet-là nous a permis de donner un aspect concret et une autre dimension en fait à cette idée et à ces petits embryons
embryon de réseau que l'on commençait à établir sur la réserve biosphère du Marais Audomarois. On est allé plus loin dans la concertation, on a testé de nouveaux outils, on a créé ce qu'on appelle l'éco-café, qui est une petite réunion mensuelle. Donc c'est un peu ce que Jérémy disait, on va à la mairie du coin, ou alors là, c'est exactement ça en fait, c'est proposer un lieu un peu informel que les gens côtoient au quotidien et pour qu'ils se retrouvent, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça nous permet aussi d'ouvrir les portes du réseau à la population locale. Et on a créé ce genre de petites animations-là. On a pu aussi développer des outils de communication. Donc là-dessus, Brighton est beaucoup plus fort sur la communication que nous. Et du coup, on s'est un peu inspiré de ce qu'ils avaient pu faire avec notamment les réseaux sociaux, ce genre d'outils. Et donc le projet nous a permis de développer des supports aussi pour eux, pour les éco-acteurs, pour qu'ils puissent se distinguer aussi bien sur leur lieu d'activité que dans un salon touristique ou ce genre de choses. Donc on a pu donner une autre dimension au réseau, une dimension beaucoup plus visible, qui puisse communiquer davantage hors du territoire du Marais Audomarois. Et puis j'imagine parce qu'il y a un enjeu d'animation, il faut faire vivre un réseau, ça ne vit pas tout seul. Alors, il y a cette question-là, elle existe encore à l'échelle nationale, notamment, en tout cas, entre réserves biosphère françaises, on se pose encore cette question-là de est-ce qu'un réseau d'éco-acteurs peut vivre tout seul? Donc, la question se pose, est-ce qu'on part sur la création d'associations? Est-ce qu'on part sur des comités? La question est encore en débat au sein des réserves de biosphère. Nous, on a un réseau qui s'est construit autour de la relation. De l'idée de créer du lien, de se connaître. Et donc, du coup, là, l'animateur a une place quand même assez importante puisqu'il va nourrir les échanges, il va être attentif aux besoins et puis, des moments, le réseau va vivre tout seul. Mais il y aura quand même des petits moments d'échange ou en tout cas, peut-être faire un pas un peu plus loin sur la prise de conscience de son impact ou dans la formation sur sa connaissance sur le territoire où là, l'animateur va apporter quelque chose. Donc, c'est... Un réseau d'éco-acteurs, on se pose la question, est-ce qu'il peut vivre tout seul? Possible pour certains territoires. Chez nous, en tout cas, la présence de l'animateur est quand même bien appréciée. Alors, je crois qu'il n'y a pas que chez vous, on va le voir. Mais j'aimerais poser une question à Lynn, parce que je me dis, chez vous, Lynn, dans la réserve de Brighton, vous nous avez dit, pour l'instant, on est surtout sur une forme de vitrine avec un site web dédié. Est-ce que ça ne vous manque pas d'avoir une relation de proximité et de terrain, une animation du réseau un peu, de terrain? Yes, obviously. I mean, it's not the network that we set up. Oui, un petit peu, ça nous manque. On a commencé par avoir des vraies réunions. Mais à partir de mars 2020, Covid nous a arrêtés. On avait prévu de faire ça jusqu'à la fin du projet. Donc, on a fait des réunions en ligne, mais on a perdu un petit peu l'esprit de ce réseautage. Et donc, le Covid a un peu rompu ça. Mais maintenant, c'est le meilleur moment. Mais sur la plateforme, ça se passe bien. It wasn't that we set it up digitally and that's kind of it. It's that's what we wanted to use the funding to do, is to really kind of have a platform. On voulait avoir une plateforme. C'était aussi une partie de notre objectif. Et on voulait continuer ça. En fait, le but, c'était de poursuivre la plateforme après le projet. C'est ça, en fait. C'est de maintenir cette plateforme au-delà du délai du projet. Et on a eu des vraies réunions, vous inquiétez pas, au début. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Maude? Finalement, on se demande, est-ce qu'un réseau peut vivre tout seul ou pas? Vous en pensez quoi, Lynn? Ça dépend de la visibilité du réseau. C'est pas comme si on avait des entreprises qui venaient directement frapper à notre porte. C'est plus à nous d'aller les chercher.
Et en fait, ça va faire boule de neige pour nous. Et plus il y a de gens, plus il y en aura. Et la prise de conscience va s'élargir. Et parmi les visiteurs et les entreprises, au début, dans les premières phases, ça peut pas tenir tout seul un réseau. Il faut vraiment aller chercher à l'extérieur. Il faut aller chercher et puis il faut entretenir. Sarah, vous êtes d'accord avec ça? Je vous ai vu hocher la tête. C'est pareil pour vous à Brighton? Pardon, au Nord Devon. Pardon, je confonds. Ah, on a un problème de micro. Tout à fait. Il faut vraiment aller chercher les acteurs. Récemment, j'ai été beaucoup sur des marchés, dans des petits villages et parler du réseau. Et donc, essayer d'aller à la recherche de nouveaux partenaires. Il y a un événement ce samedi auquel je vais participer sur l'avenir de la planète et je vais pouvoir communiquer également à ce moment-là. Donc je pense qu'un réseau aura toujours besoin d'animation pour fonctionner correctement, mais dans l'idéal, l'idée ce serait d'encourager ces partenaires ou éco-acteurs, selon l'appellation qu'on choisit, de leur donner les clés pour que le réseau puisse s'auto-animer finalement. Donc, pour que les partenaires viennent et partagent les idées. Donc, le partage d'idées, c'est vraiment la notion clé pour moi. D'accord. S'auto-animer, c'est intéressant. Jérémy, vous en pensez quoi? Et par rapport à votre propre expérience du réseau chez vous, sur les îles de Molène, de Ouessant et de Saint, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut quand même animer ce réseau? Comme disait Sarah, voilà, je vais sur un marché, je vais rencontrer des gens, ou est-ce qu'il doit s'auto-animer? Il y a un travail de fond qui doit être continué. On en a pour plusieurs années, c'est évident, parce que ça s'accompagne la transition. On va chercher, en tant qu'animateur, des idées ailleurs, dans les autres réserves de biosphère du monde. On peut organiser des voyages d'échange, comme on l'a fait grâce à BCHT. Et ça nécessite vraiment qu'il y ait une animation locale que les éco-acteurs n'auront jamais le temps de faire eux-mêmes. Et donc ça, je pense que ça doit perdurer. Par contre, les éco-acteurs s'organisent entre eux en sous-groupes. Nous, on l'a déjà dans la réserve de biosphère, où certains éco-acteurs qui maintenant se connaissent vont travailler ensemble sur la défense de l'environnement, sur des dossiers très précis, d'enquête publique ou autres. Et voilà, ça ne dépend plus, je dirais, du parc, c'est vraiment leur activité à eux d'éco-acteurs. On est assez content de ça. Ça nous échappe complètement, mais c'est leur truc. Dans votre cas, Jérémy, le projet BCHT a donné un coup de pouce sérieux au réseau, hein, en termes de moyens notamment? Oui, c'est vraiment les moyens humains, c'est ça qui est très important pour nous, parce que ça demande un temps incroyable d'aller chercher les gens, de leur expliquer les choses, de communiquer aussi sur cette démarche, de générer cette logique de réseau. Au début, c'est un investissement qui est vraiment très, très lourd. Et ça ne peut être que de l'humain, c'est vraiment ce contact humain qu'on privilégie. C'est de l'artisanat, c'est ce que je disais à ma collègue Camille qui a travaillé là-dessus. On est des artisans de la transition écologique. Donc, vous êtes besogneux, c'est vraiment une question de labeur, il faut y aller, ne pas lâcher. À tous, je vais poser des questions qui arrivent sur le chat, et puis si vous voulez répondre, vous levez la main, mais pour de vrai, hein. Vous ne faites pas le clic dans Zoom, hein. Non, vous levez la main pour de vrai si vous voulez prendre la parole, et prenez-la librement. Alors, il y a tout d'abord Sabine Courouble qui demande si l'on peut imaginer que des associations qui ont des projets intègrent un réseau éco-acteur. Qui veut répondre à Sabine? En gros, les associations ont-elles leur place dans les réseaux éco-acteurs? Oui, bien sûr. Actuellement, on a effectivement, au sein du réseau des éco-acteurs du Marais Haut-de-Marois, on a des associations. Donc évidemment, dans le processus d'intégration
des futurs éco-acteurs, on réfléchit à intégrer ces associations. Et puis au-delà, voilà, effectivement, les associations font partie des acteurs du territoire. Ah bah oui, et puis j'ai même envie de dire un peu beaucoup. Bien sûr. Je poursuis avec une question de Julien Innocenzi. Alors là, je dois prononcer très mal, pardon Julien, hein, donc je vais vous appeler Julien en fait, voilà. Julien qui demande, et les communes peuvent-elles aussi être écoactrices? Est-ce que parmi vous, vous avez dans votre réseau d'éco-acteurs une commune? Ça serait intéressant de voir, et comment vous approchez cette idée. Pour l'Audomarois, ça donne quoi? Alors effectivement, au Marais Audomarois, on a eu une commune qui était intéressée voilà, par ce réseau. Aujourd'hui, on y réfléchit encore parce que voilà, une commune, comment on fait pour intégrer une commune au réseau? On y réfléchit, on l'a pas encore. C'est pas fermé. C'est pas fait, mais c'est pas fermé non plus. D'accord. Ah oui. Comment c'est chez vous, Sarah, par exemple? Vous avez des communes dans le réseau? We don't have any local authorities signed up at the moment, but I would say oui, on a eu une municipalité, on voit ça au cas par cas, et on doit mettre bien au clair comment ils peuvent, comment ces acteurs-là peuvent participer. On aimerait bien les prendre à bord avec nous. Ok, Lynn, c'est comment chez vous? Il y a des communes aussi? Non. Non, notre réseau s'adresse principalement aux entreprises locales. Ce n'est pas vraiment le bon endroit pour nous pour impliquer des acteurs officiels. Oui, c'était pas l'idée. Chez vous, Jérémy, pas l'idée, non. C'est pareil, Jérémy, pas de commune? Non, non, Jérémy, peut-être que ça marche. Oh, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas grave. On avait perdu Jérémy. Pas de commune non plus. Vous en pensez quoi à l'idée de faire cohabiter dans les éco-acteurs communes, habitants, associations? C'est possible? Ben oui, alors après, nos 3 communes, elles sont l'ADN de la réserve de biosphère. Les 3 maires baignent dedans depuis déjà des années. Donc, on ne leur a pas donné le diplôme, mais elles y sont. Et justement, on a pas mal d'acteurs comme ça qui n'ont pas le diplôme officiel, mais qui sont dans la logique du réseau, qui contribuent, etc. Donc, c'est vrai qu'on les valorise moins que les autres, alors que ce serait intéressant de leur trouver une place plus visible pour mieux les reconnaître. Et puis, ça dépend probablement aussi de la taille des communes, de quel type de commune on parle. J'imagine que c'est plus facile Pardon, j'avais l'anglais dans l'oreille. C'était pas pratique. C'est pas facile. C'est pas la même chose d'intégrer une commune de 400 habitants et une commune de 10 000, évidemment. Une question me turlupine, tourne dans ma tête. Est-ce qu'un éco-acteur l'est forcément pour toujours, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut lui dire non, c'est plus possible parce que vous ne respectez plus les engagements? Oui, c'est vraiment un engagement que l'éco-acteur prend. Donc, nous, après, c'est ça aussi qui fait qu'un réseau d'éco-acteurs a sûrement besoin d'avoir un animateur. C'est qu'il faut quand même quelque chose qui va suivre l'engagement de l'éco-acteur, qui va l'évaluer, mais l'évaluer aussi bien pour continuer à progresser ou pour l'alerter quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses actions, dans ses activités. La question aussi a été soulevée pendant le projet BCHT, c'était de savoir est-ce que les éco-acteurs veulent s'auto-évaluer? Est-ce qu'ils veulent que ce soit le réseau qui évalue en fait eux-mêmes, enfin qui s'évalue entre eux? Est-ce qu'ils veulent que ce soit quelqu'un de complètement détaché du réseau, qui ait un regard complètement extérieur? Donc voilà, chaque réseau définit en fait la formule qui lui convient. Mais voilà, un éco-acteur peut très bien quitter un réseau si au final il ne respecte plus les valeurs du réseau, si au final ces activités contredisent le travail qui est lancé et qui est prôné par le réseau des éco-acteurs. Lynn, je viens vers vous. Ah, Jérémy a levé la main, super. L'évaluation, comment vous gérez ça?
Alors, on a nos premiers écoacteurs qui étaient des purs et durs et qui voient entrer de nouveaux écoacteurs qui sont peut-être un peu moins impliqués ou qui ont plus de marge de progrès encore à faire et qui nous disent, dis donc, il faut qu'on garde quand même l'esprit de ce qu'est un vrai écoacteur. Hein. Et donc voilà, c'est assez marrant, il y a une régulation au sein du réseau qui se fait. Nous, on doit être à l'écoute de ça pour pas fermer le réseau et sur quelque chose de trop exclusif et trop enfermant et tout en gardant les valeurs, permettre que tout le monde puisse être écoacteur. Donc, on a des débats passionnants là-dessus en ce moment. Et des débats qui aboutissent, c'est-à-dire que vous arrivez à trouver des terrains d'entente, des consensus? C'est en cours, c'est en cours. Pourvu que ça marche. Lynn, qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation? Sachant qu'on a bien compris que dans votre cas, c'était différent. Le réseau, c'est avant tout une vitrine. Mais néanmoins, se pose la question, est-ce que je peux figurer tout le temps sur votre site Internet ou est-ce qu'à un moment donné, je suis contrôlée? Alors, oui, on pourrait le faire. Ce ne serait pas forcément facile de les rayer de la liste sur notre site, mais ça se pourrait. Alors, il faudrait une sorte de surveillance sur les pratiques de cette entreprise. Donc, je pense que je serais vraiment inquiète s'il y avait une entreprise qui s'intéressait aux valeurs de la réserve de biosphère et que finalement ces activités allaient à l'encontre de ça. Donc ce serait vraiment étonnant. C'est vrai que les entreprises doivent constamment améliorer leurs pratiques et leur cheminement. Donc augmenter leurs compétences concernant les objectifs de biosphère. Donc oui, c'est un petit peu différent, mais j'espère que les entreprises vont plutôt ajouter plus et montrer qu'ils font plus de bonnes choses. Oui, bien sûr, oui, ça serait mieux. C'est ce que l'on souhaite, évidemment. Sarah, de votre côté, qu'est-ce qu'il en est de cette question de l'évaluation, du suivi finalement des engagements des écoacteurs? Donc notre réseau aussi, l'un des engagements, c'est que les entreprises doivent accepter une revue par les pairs. Donc c'est une discussion qu'on a eue avec les entreprises lors de la conception de la charte. Donc les entreprises vont s'évaluer entre elles. Alors il s'agit en réalité plus d'un soutien. Plus qu'une évaluation finalement. Alors les entreprises, s'il y a des choses qui les inquiètent, elles peuvent venir directement vers nous. Elles ne sont pas obligées de soumettre ça devant une autre entreprise. Alors ce processus d'évaluation va commencer l'année prochaine. J'espère, tout comme Lynn, qu'on va surtout voir que les entreprises apportent plus de positifs dans le cadre de cette évaluation. Très bien. Oui, Maude? Oui, je voulais compléter sur la question de l'évaluation. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sujets que l'on aborde avec les écoacteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas la question ou on ne leur dit pas « tiens, on va décider de vous suivre ou d'évaluer vos engagements de cette façon-là ». C'est vraiment lors de groupes d'échanges, d'ateliers de travail. Et en plus de ça, ce qui est constructif, c'est que par moments, c'est eux qui vont plus loin que ce que vous aviez l'intention de faire. C'est-à-dire que nous, on était partis sur l'évaluation de leurs engagements, voir un peu où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils arrivent à les mettre en place, est-ce qu'ils rencontrent des problèmes, en quoi on peut les aider. Et en fait, une fois, on a eu ce débat où les écoacteurs voulaient qu'on aille plus loin. Ils voulaient qu'on intègre dans les valeurs en fait, du réseau les notions de savoir-être. Et donc, en fait, on va plus loin que des simples gestes du quotidien. On va vraiment sur un comportement, sur une façon d'être qui nous a beaucoup touchés, on va dire, parce qu'on voit qu'on a une autre dimension qui arrive. Et par contre, du coup, l'évaluation arrive aussi sur ce volet-là, où on a eu le cas justement d'un écoacteur qui, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue engagement qu'il a signé, ça marchait très bien, mais dans sa sphère privée,
il y avait des dérives qui commençaient à être mises au grand jour. Et donc là, on avait certains éco-acteurs qui nous disaient comment on fait dans ce cas-là où, OK, professionnellement, il est exemplaire, mais comme nous, on veut donner une dimension où la personne est riche aussi d'un savoir-être. Donc voilà, la question se pose aussi sur ce niveau-là. Comment on fait? Eh bien, en fait, on discute. On discute beaucoup, on échange. On essaye de voir si la personne est consciente. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est volontaire, ces erreurs qu'elle a pu faire dans le domaine privé? Est-ce qu'elle est capable d'en discuter? Est-ce qu'elle veut bien qu'on aborde le sujet? Ou est-ce qu'elle fait une distinction? Et donc après, c'est au fur et à mesure déjà de bien comprendre le contexte dans lequel vit cette personne, pourquoi il y a tout ce sujet qui ressort, comment on peut l'accompagner, et puis ensuite c'est à nous de voir avec le réseau, est-ce que l'on fait bien une distinction entre engagement professionnel, engagement que la personne a souhaité prendre, et puis sa vie privée. Oui. Ce qui est compliqué puisqu'on a vu que dans certains réseaux, des particuliers font partie aussi du réseau éco-acteurs. Et d'ailleurs, dans le film que vous avez produit, que vous nous avez montré, de la réserve du Marais Audomarois, il y a une dame qui l'évoque ça en disant il faut de la cohérence. Si je veux défendre les abeilles, il faut bien que je comprenne que je ne vais pas mettre de pesticides dans mon jardin. Bah ça, c'est un exemple où, du coup, la sphère privée rentre en fait dans cette notion de réseau éco-acteur. Les gens dont vous parlez, en fait, ce sont des propriétaires de gîtes. Et en fait, ils sont très engagés dans la vie locale, dans beaucoup d'associations. Et donc, la question aussi de faire d'un habitant un éco-acteur est tout de suite amenée naturellement avec ces personnes qui ont ce profil, qui ont une activité professionnelle, mais qui en fait sont tellement impliqués dans la vie locale, qui sont tellement amoureux de leur territoire qu'au final, la vie privée, forcément, elle est croisée avec cet engagement. On va revenir sur la question de l'intégration d'éventuellement de municipalités ou de collectivités dans les réseaux, parce qu'il y a FEB qui pose la question, c'est intéressant, ça va un peu plus loin. Est-ce que finalement, si on intègre les collectivités locales, ça ne pourrait pas garantir une pérennité au projet et au réseau éco-acteurs? Répond qui veut. Quelqu'un a une idée, une réponse à donner? Non, vous en pensez quoi, vous, Maude? Alors, l'adhésion des collectivités locales pour la pérennité d'un projet, alors, d'un point de vue réseau, une collectivité ferait partie du réseau, donc ce serait un acteur. Donc en fait, la pérennité du réseau, elle a besoin d'un animateur ou en tout cas d'une structure qui va animer, qui va chapeauter. Comme le disait Jérémy, il y a un travail de fond quand même à initier. Ou alors ça veut dire que la collectivité, elle prend la main sur le réseau. Elle prend le lead et c'est pas l'objet. Voilà, et puis ça veut dire que comment la rendre légitime par rapport à une autre collectivité. Donc là, après, on sort un peu peut-être du périmètre d'un réseau éco-acteur. D'autant que si j'ai bien compris, pour vous tous, pour les 4 réserves, votre réseau, quoi qu'il en soit, quand on est dans le réseau, on est à peu près tous au même niveau. Il y a une question d'égalité. Alors, il y a une égalité, on va dire, d'accueil, c'est-à-dire qu'on vous accueille tous au niveau où vous êtes, que vous soyez un débutant en termes de transition écologique, que vous soyez un débutant que vous ne savez pas encore trop ce que c'est que le développement durable, ou alors que vous êtes quelqu'un qui est vraiment très déjà engagé, on vous accueille au même niveau. Par contre, l'idée, c'est que vous soyez honnête avec votre niveau de connaissance, ce que vous avez envie de mettre en place et que ensuite vous avez envie de partager et d'apprendre des autres. Donc, on accueille tout le monde sur le même plan d'égalité, qu'il soit déjà très au fait de tout ce qui va toucher au développement durable, à la transition écologique, à l'éco-citoyenneté, que vous êtes un débutant, mais que vous avez envie. D'ailleurs, Sarah, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que je crois que chez vous, vous allez dans le réseau, en particulier, chercher des projets émergents. Ça veut dire, comme disait Maude, même si je débute, je suis au début d'un projet, je peux rejoindre le réseau éco-acteur. I think it would be difficult to say. I think tourism, local authorities obviously do have je pense que les autorités locales, officielles, ont un gros impact. Elles peuvent jouer un très grand rôle pour travailler avec nous. Et travailler avec eux, c'est bien. Mais je ne suis pas sûre
Mais je pense pas qu'on peut les mettre au même niveau que les entreprises. Il faudrait que je réfléchisse plus pour cette question. Hein. Désolée. J'aimerais bien dire oui, ça nous aiderait. Mais il faut y réfléchir de manière plus approfondie. Plus profonde. Je posais une deuxième question sur les projets émergents. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas non plus à accueillir justement des acteurs qui sont au début de leur projet. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous, on accueille volontiers des entreprises qui commencent, des startups. On voit comment on peut faire pour les aider. C'est super. On accueille tout le monde, aussi bien des entreprises qui sont là depuis 20, 30 ou 40 ans que des entreprises toutes jeunes, des jeunes pousses. Anaïs, vous vouliez rajouter quelque chose sur les collectivités, je crois. Non, c'était plutôt sur les projets. En fait, c'est le lien avec les projets développés sur le territoire. En fait, les réserves de biosphère ont un autre outil qui sont les trophées des réserves de biosphère. C'est un petit concours, un petit coup de pouce en fait qu'on donne aux acteurs locaux. Alors tout le monde peut participer à ce concours. Et donc un particulier, une association ou un autre acteur local peut déposer un projet. Et en fait, à partir de là, souvent, c'est aussi notre port d'entrée pour devenir écoacteur. Voilà. Donc on peut avoir un particulier qui a un super projet et donc on offre un accompagnement à travers les trophées de la réserve de biosphère. On peut aussi devenir écoacteur. Ok, très bien. On va arriver à la fin, donc c'est là qu'on va parler du guide, parce que tout ce qu'on s'est dit là, tous vos témoignages à tous, les expériences différentes, les expérimentations, ça a donné une grande matière importante, et donc vous avez élaboré et mis au point un guide. En gros, c'est comment je crée mon réseau d'écoacteurs, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, le projet BCHT, c'était aussi une formidable opportunité en fait, de réfléchir tous ensemble à comment on crée un réseau écoacteur, à la fois en France, mais à l'international. Et donc, en fait, on a recueilli toutes nos expériences dans ce petit guide technique, donc à destination des gestionnaires de réserves de biosphère. Et donc, on a nos retours, on a nos petites expériences au sein des 4 réserves de biosphère. Donc, chacun peut s'y référer. Voilà, on a des exemples très, très concrets d'application, d'animation, comment je crée ma charte d'engagement également. Donc, on a donc cette fameuse charte de la biosphère, qui est finalement la base de charte d'engagement d'un réseau écoacteur. Cette petite méthodologie, elle est adaptable en fonction des contextes locaux. Oui. Voilà, c'était le but, c'est transférable à tous les contextes différents des réserves de biosphère. Finalement, c'est assez proche du concept des réserves de biosphère. Les réserves de biosphère, elles sont toutes différentes. On a tous des contextes locaux très, très différents, des fonctionnements différents. Eh bien, ce guide permet d'adapter le réseau des écoacteurs à des contextes différents, à des ressources également différentes. Voilà. Ok, on peut alors, les questions, pour ça, désolé, j'ai le nez sur la tablette, c'est parce que je lis les questions. Bon, déjà, évidemment, la question qu'il faut poser, où est-ce qu'on peut se procurer ce guide? C'est Patrick qui nous demande ça. Alors, ce guide-là, on a une version PDF qu'on peut envoyer facilement. Donc, on peut presque le mettre dans le chat. Voilà, tout à fait, on peut récupérer le PDF sans souci. Ensuite, on pourra diffuser aussi on a quelques exemplaires en papier qui peuvent être diffusés. Donc, on le diffusera au réseau anglais et au réseau français des réserves de biosphère. Voilà, c'est 2 formats qui pourront être diffusés facilement. Ensuite, il y a Christine qui nous demande, y a-t-il une limite de taille au développement d'un réseau d'écoacteurs? Par exemple, je pense à Sarah qui nous disait 50 écoacteurs à Noël. Est-ce qu'il faut être raisonnable et pas dépasser 150? Je dis ça au hasard.
Nous, on se pose la question, en fait, quand vous êtes désigné réserve de biosphère, vous êtes désigné pour 10 ans. Et donc là, nous, on arrive à notre évaluation, à notre examen périodique, où il va falloir qu'on explique ce que l'on a fait pendant 10 ans. Et il y a notamment un projet où on souhaite donner une plus grande surface à notre réserve de biosphère. On voudrait l'agrandir, puisqu'il y a des communes, des collectivités autour qui sont intéressées, qui ont vu le travail qu'on pouvait mener sur la réserve de biosphère et qui souhaitent intégrer la future réserve de biosphère. Et donc, avec cet agrandissement de la réserve de biosphère, se pose la question de l'agrandissement, justement, du réseau des écoacteurs. Et donc, voilà, certains nous parlent d'un réseau de 50, de 100 écoacteurs. Je pense qu'il va falloir qu'on le teste au fur et à mesure, pareil, que l'on travaille bien nos outils d'animation, que l'on pose bien les bases, parce que nous, on a travaillé sur un réseau qui a de forts liens, qui est vraiment basé sur les relations. Ça nous demande beaucoup de temps d'animation. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'organisation. On est un réseau de 15 écoacteurs qui va doubler d'ici la fin de l'année. Donc, on va déjà voir l'année prochaine aussi ce que ça donne quand on a un réseau d'écoacteurs deux fois plus grand. Et je pense que par étape, on va agrandir le réseau et puis adapter nos outils d'animation de façon à ne pas perdre cette jolie dynamique et ces liens qu'il y a entre eux. Je vous pose la question, et juste avant qu'on se quitte, à vous trois, Jérémy, Sarah et Lynn, qui veut répondre en premier sur cette limite? Est-ce que vous-même, vous fixez une limite? On n'y avait jamais pensé. On est toujours très motivé pour aller rencontrer tous les habitants. Et ce qui était génial dans le cadre de ce projet BCHT, où on a vraiment pris les moyens d'aller chercher les gens. Anaïs parlait du trophée des écoacteurs. Notre dernier trophée des écoacteurs, il y a eu vraiment une super belle dynamique, notamment sur l'île d'Ouessance et l'île des femmes. Et on a eu plein de femmes sur des projets émergents, tout nouveaux. Ça va décoller dans les années qui viennent. Il y a une vraie dynamique de société qui est en place. Donc, forcément, il va falloir qu'on gère ce grossissement. Mais ce n'est qu'une bonne nouvelle, en fait. Donc, voilà, on va gérer ça comme on pourra. Mais on sent que ça va dans un sens qui est très positif. Vous allez absorber. Et vous, Sarah? Pas de limite? Tout comme Jérémy, j'avais jamais pensé à l'idée de mettre une limite maximale. Donc l'objectif de 50, c'est vraiment mon objectif personnel, ça vient pas du projet. Donc pour moi, plus il y a d'entreprises qui s'engagent, mieux ce sera. Parce que quand on prend ces engagements, on préserve la biosphère et on l'améliore pour les générations futures. Donc c'est vrai qu'il faut quand même quelqu'un pour animer ce réseau. Donc j'espère que ça va perdurer. On espère aussi, Sarah, bien sûr, on espère. Lynn, de votre côté, il y a la question de la limite, elle se pose? Oui, tout comme les autres, pour moi, on ne peut pas avoir trop d'entreprises. Je pense que ça amène que du positif. Oui, c'est vrai qu'il faudra quelqu'un pour l'animer, pour contrôler, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir beaucoup de monde dans le réseau. Oui. Grand merci à vous tous. Longue vie au réseau Acteurs. Merci Sarah, merci Lynn, Jérémy. Vous nous avez fait voyager à distance, c'est bien. Merci Maud et Anaïs d'avoir été présentes ici sur le plateau. Et puis on fait juste une toute petite pause. On se retrouve à moins le quart dans une bonne dizaine de minutes. N'oubliez pas de revenir. Hein. À tout de suite. Retour, hein, j'espère que vous êtes bien là. La pause est terminée. Retour sur le plateau donc pour poursuivre le séminaire de clôture du programme BCHT. On va parler cet après-midi de la boîte à outils. C'est un drôle de nom pour finalement parler d'un guide. C'est lui, guide sur le tourisme et le développement durable. Pardon, j'avais du mal à trouver mes mots. Et on va en parler avec vous, Adeline Lebrun. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes chargé de mission du projet Interreg pour Pas-de-Calais Tourisme et vous allez donc nous présenter ce guide qui a été imaginé, conçu et diffusé à destination des prestataires touristiques des réserves de biosphère. Je vous laisse la main, Adeline. Alors, je vais vous parler effectivement de la boîte à outils. Dans le cadre du projet, nous avons décidé de créer ce guide à destination des entreprises touristiques situées dans une réserve de biosphère. Le guide contient des informations générales sur ce qu'est une réserve et des conseils pour les entreprises qui s'installent ou qui sont déjà présentes dans une réserve de biosphère. Cet outil a été développé pour les aider à comprendre la réserve, son concept, ses valeurs et comment se développer sur ce territoire unique. Nous avons eu une démarche de co-création avec tous les partenaires du projet pour développer ce guide et les contenus pour vraiment faire ressortir les atouts d'une réserve, les valeurs à respecter quand on s'y installe. Cet outil est vraiment destiné à sensibiliser les prestataires. Donc, dans les différents chapitres du guide, nous prenons en compte ces aspects pour aider les entreprises à concevoir leur offre, à la développer, la promouvoir, etc. Donc, par exemple, dans le chapitre « Pour bien démarrer », nous proposons des conseils pour analyser la stratégie de son activité, étudier son marché et la concurrence. Ce chapitre permet notamment de travailler en détail sa clientèle cible pour adapter par la suite les produits touristiques qu'on souhaite développer. La deuxième partie a pour but de savoir utiliser les atouts de son territoire, apprendre à l'appréhender pour pouvoir l'utiliser efficacement dans son activité et la faire comprendre effectivement à ses visiteurs. Donc, tous ces éléments permettent de créer de nouveaux produits et de proposer vraiment une nouvelle expérience touristique aux visiteurs en prenant en considération les attentes clients et les valeurs d'une réserve. Donc, nous mettons également en avant le travail en réseau, avec notamment le réseau des éco-acteurs qui est présent donc, sur les réserves de biosphère. Et pour finir, quelques éléments d'information pour engager son entreprise dans une démarche environnementale, avec notamment beaucoup de conseils sur l'économie d'eau ou d'énergie, par exemple, et le traitement des déchets. Donc, ce guide peut être utilisé directement par les entreprises ou peut faire partie d'un accompagnement plus global d'un office de tourisme, par exemple, ou du parc ou d'une agence comme Pas-de-Calais Tourisme. Donc, il permet d'accompagner les porteurs de projets, donc de toute entreprise qui est déjà présente sur une réserve, donc pour mieux développer son activité, donc dans le respect des valeurs d'une réserve et surtout des valeurs qui ont été mises en avant tout au long du projet BCHT. C'est terminé, pardon. Je croyais que je m'attendais à ce que vous ayez encore plus de présentations. Pardon, Adeline. Alors, j'en profite pour dire à tout le monde de participer sur le chat si vous avez des questions à poser. Alors, dans quelques instants, on ira voir une appropriation de ce guide, on ira voir un exemple et on retrouvera pour cela Adeline. Mais juste avant, peut-être, Adeline, parce que je trouve que finalement, on est allé vite. Moi, j'ai le guide là dans les mains. Je vois bien qu'il est très détaillé. Alors, est-ce qu'il est déjà diffusé ? Donc, nous, on le diffuse effectivement sur notre site internet et les réserves l'utilisent, peuvent le diffuser à tous les prestataires qui souhaitent se développer dans les réserves de biosphère. Donc, on utilise déjà ce genre de guide et notamment celui-là dans nos accompagnements qu'on fait auprès des porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Donc, notamment comme c'est une réserve et qu'il y a vraiment des valeurs et des choses spécifiques. Donc, ce guide permet de développer leurs produits touristiques, tous les services qu'ils veulent mettre en place en respectant effectivement le territoire unique. Et comment vous êtes parti de quelle matière pour établir ce guide ? On avait déjà développé en fait plusieurs guides dans un autre projet européen, mais là plutôt pour les entreprises touristiques en milieu rural. Donc, c'était un guide qui se composait de la même façon avec plusieurs parties, notamment comment bien démarrer, connaître ses clientèles, comment monter son marché, ensuite comment communiquer pour bien attirer les bons clients, ceux qu'on souhaite avoir. Et toute une partie sur la démarche environnementale, donc comme dans ce guide plus précis sur les réserves, avec beaucoup de conseils
pour les entreprises pour réduire leurs déchets et faire des économies. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est un guide et après, eh bien, on peut s'en inspirer, il sert de point de départ et puis on peut se l'approprier. Et c'est ce dont on va parler avec Lynn Trapano qu'on retrouve. Bonjour Lynn, merci à nouveau d'être avec nous. Vous représentez, là vous parlez pour la réserve de Brighton, The Living Coast. Alors vous êtes approprié ce guide et vous êtes allé encore un peu plus loin en fait. Vous nous racontez ? Yeah, so it's not what the work that we did wasn't Donc, instead of the work that le travail que nous avons mené, ça ne remplace pas le travail qui a été fait par le Pas-de-Calais. C'était justement pour le complémenter et aller un petit peu plus loin. Nous nous sommes inspirés des différents volets de ce guide, notamment concernant les atouts du territoire, donc la fleur et la faune, et les aspects qui rendent ce territoire si particulier et qui le différencient d'une autre destination. Donc nous avons pris cette idée et nous sommes allés un petit peu plus loin. On avait la volonté de créer des ressources gratuites pour les entreprises. Ça peut être assez difficile pour les petites entreprises de développer des supports. On a travaillé dessus pour eux, pour promouvoir une destination, que ce soit une ville, une biosphère, une région. C'est important d'avoir un message cohérent. Donc, ne pas avoir des messages contradictoires. Je prendrai en Donc, la question. on a réfléchi aux différents aspects qui pourraient intéresser les visiteurs et on a repéré 5 points, donc patrimoine et culture, les produits locaux, l'environnement naturel, l'actif et l'extérieur et la santé et le bien-être. Donc, on ne voulait pas rentrer dans des niches. Donc, par exemple, le patrimoine maritime, des choses comme ça, on voulait rester assez large. Et comme ça, différentes entreprises pourraient s'intéresser à différents aspects. Donc, par exemple, si vous proposez des logements touristiques, vous allez peut-être vous intéresser aux produits locaux. Vous allez pouvoir promouvoir, par exemple. Après, dans un domaine plus rural, on va s'intéresser peut-être plus à l'environnement naturel. Donc, l'idée, c'était de proposer quelque chose où les entreprises pouvaient piocher les aspects qui les intéressaient. Donc, ensuite, on a créé différentes ressources. D'abord, nous avons embauché un rédacteur pour rédiger des textes marketing. Donc des textes dans les différents thèmes, 150 mots par exemple sur les activités extérieures, etc. Et donc les entreprises peuvent utiliser ces textes dans leur support marketing, que ce soit en ligne ou des documents papier, parce que la rédaction ne s'invente pas. Donc pour rédiger un texte inspirant, on a décidé de faire appel à un spécialiste. Donc, je pourrais partager un lien après vers ces ressources. Donc, il y a la boîte à outils et puis nos ressources qu'on a développées en plus. On voulait, c'était vraiment de mettre en avant les différents aspects de la biosphère, donc les activités extérieures, toute la région dans sa globalité.
Donc, mettre en avant les activités, par exemple, la nage en mer, le vélo. Donc, vraiment, tous les aspects et pas se focaliser sur un site en particulier. Nous avons travaillé avec des photographes pour créer une médiathèque d'images donc autour de la biosphère. Donc, on met en avant les différents habitats, les différents sites. Nous avons défini ensemble ce qu'on voulait mettre en avant. Le projet BCHT s'intéresse à toutes les saisons. Ça, c'est un aspect important. Pas seulement montrer des plages ensoleillées, mais montrer ce que la région peut proposer à différents moments de l'année. Donc là, en octobre dernier, par exemple, on a fait des prises de vue pour montrer ce que ça donne à l'automne. Donc ça, ces images sont disponibles sur notre site internet. On peut les télécharger, les entreprises peuvent les télécharger et les utiliser dans leur support. Donc ça, c'est juste un aperçu, mais on a environ 60 images dans la partie ressources de notre site. Et puis on a décidé également qu'on voulait dans une médiathèque de vidéos, donc une vidéothèque. Parce que aujourd'hui, la vidéo, c'est tellement important. Ça représente bien sûr un budget plus important, mais c'est vraiment un support qui engage le spectateur. Donc, ça nous permet de montrer encore une fois les différents aspects de la biosphère, encourageant les entreprises locales d'utiliser ces vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet. C'est à leur disposition et les entreprises peuvent les utiliser comme ils veulent. Je vous montrerai à la fin de ma présentation quelques vidéos. Alors, pour vous donner quelques retours d'entreprises, je voulais vraiment trouver un exemple d'une entreprise qui utilise vraiment ces supports, mais pour l'instant, on n'a pas trop eu le temps d'aller à la rencontre des entreprises et promouvoir. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons faire dans les semaines à venir. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que dans le cadre d'Interreg, c'est quelque chose qui a été développé, mais qui pourra perdurer à la fin du projet. Voilà, merci.
Merci beaucoup Lynn pour cette présentation. Merci pour ces 2 films très très beaux et qui mettent vraiment en valeur les choses, les territoires, les hommes aussi, les actions, les initiatives. Un grand merci à vous. Je précise que sur le chat, votre collègue Sarah Dobson a mis un lien où on retrouve tous les outils auxquels vous avez fait référence et dont vous avez parlé. Donc pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aller attraper ça via le lien qui a été publié sur le chat. Adeline, vous êtes toujours avec moi. Il y a une question pour vous, une question de Phoebe qui nous demandait si ce guide existe en anglais. Oui, il y a une version en français et une version en anglais, effectivement. Et on se le procure comment? En anglais, par exemple? Sur notre site, je pourrais mettre le lien de notre site. Super, vous mettez le lien sur le chat, comme ça chacun pourra aller attraper l'outil dans la langue de son choix. Vous restez avec moi, Adeline, pour la dernière séquence de la journée, au titre mystérieux, les visages du Marais. Vous allez donc nous parler, Adeline, du développement de produits touristiques sur une réserve de biosphère avec une action spécifique menée avec la biosphère du Marais Audomarois. Je vous laisse présenter cette initiative et ceux qui nous regardent, qui nous suivent, peuvent vous poser des questions via le chat. Alors, nous avons mis en place dans ce projet un processus de co-création d'offres touristiques donc avec les entreprises présentes sur le Marais Audomarois, donc des hébergements, les équipements, tous les musées, évidemment l'office de tourisme de la destination, du pays de Saint-Omer, le parc et la Capso. Donc ces travaux ont été engagés dès la fin 2019. Donc nous avons recruté une agence pour aider les entreprises et les faire travailler ensemble. L'objectif de la mission, c'était en fait d'accompagner ces entreprises dans la création de produits et de services, en lien notamment avec les attentes des visiteurs et les valeurs de la destination. Donc nous avons travaillé ensemble pour déterminer les attentes des visiteurs. L'idée était d'affiner la connaissance de chaque équipement, de chaque hébergement, de leur typologie de clientèle. Donc on avait des typologies identifiées par les partenaires, comme les seniors, les couples, ceux qui viennent en famille, ceux qui viennent de plus d'un kilomètre, de plus de 10 km, ceux qui viennent vraiment de Belgique ou de Paris, donc vraiment nos clientèles. Identifier les intérêts et les attentes de ces clients et notamment de travailler sur le parcours client, donc ce qui se passe avant qu'on réserve, pendant la réservation, pendant le séjour et après la réservation quand on est rentré chez soi. Donc on a étudié le parcours client pour chaque cible. Nous avons également organisé des focus group avec les différents prestataires donc du Marais Audomarois et plus généralement de la destination du pays de Saint-Omer. Donc dans ces focus group, donc nous allons travailler donc les différentes cibles pour faire émerger des profils types qu'on appelle personas. Donc vraiment avec des détails très précis sur leurs attentes, leurs caractéristiques, ce qu'ils aiment faire, par exemple les marques qu'ils aiment acheter, vraiment des détails très fins sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aimeraient découvrir pour pouvoir adapter les produits qu'on développerait par la suite. Donc nous avons également travaillé avec les entreprises du territoire autour de l'innovation et entamé avec eux en fait une réflexion globale de création de produits et de services innovants. Donc, nous avons organisé des entretiens également individuels avec les prestataires pour mettre en place de façon détaillée des propositions d'innovation, des plans d'innovation, pour qu'ils développent vraiment leurs idées de produits et de services. Et aussi, on a développé beaucoup d'ateliers avec tous les prestataires pour vraiment qu'ils travaillent ensemble à trouver des nouvelles idées pour le territoire et aussi monter des projets ensemble pour avoir vraiment des packages de plusieurs activités donc sur le Marais et autour du Marais pour prolonger le séjour. Donc, tout ce travail nous a permis de développer environ 13 prestations réparties sur 11 communes de la réserve. Donc, ces prestations ont été testées en 2020, pendant l'été 2020 et reconduites l'été 2021. Donc avec notamment en 2021 des nouveaux prestataires qui se sont greffés à la démarche.
Donc la grande majorité des offres proposées étaient forcément organisées plutôt en extérieur, donc avec des offres très diversifiées. Par exemple, nous avons développé une journée sans voiture en Segway au départ de la gare de Saint-Omer pour pouvoir découvrir les faubourgs maraîchers de Saint-Omer. Une balade également dans ces faubourgs avec un gritter. Une randonnée éco-citoyenne au départ de la Maison du Marais. Plusieurs activités développées par les bateliers pour avoir vraiment des visites différentes du Marais avec des activités annexes comme des apéritifs sur les bateaux ou vraiment des visites thématiques. Les bateliers sont également mis ensemble pour créer un pass, pour avoir des promotions sur les différentes visites en bateau sur le Marais. Donc, ils ont vraiment là-dessus travaillé tous ensemble pour développer ce produit. Les prestataires ont pu également créer des offres grâce à cette dynamique interne et parce que c'était vraiment des acteurs très engagés et très motivés qui ont participé à tous ces ateliers pour créer, comme je le disais tout à l'heure, des packages, des nouveaux packages, donc à plusieurs avec des activités annexes, ce qui a permis vraiment de développer l'offre sur le Marais audomarois. Donc ce travail de co-construction a permis de développer également des actions de communication communes pour avoir plus d'impact et pouvoir communiquer ensemble en utilisant les mêmes messages, les mêmes images, vraiment le même logo, les mêmes couleurs, vraiment travailler tous ensemble là-dessus pour avoir des actions de communication plus fortes qui ont un impact plus grand. Donc, plusieurs supports ont été réalisés. Donc, il y a un livret de 16 pages. Donc, c'est le livret sur les visages du Marais avec l'agenda et toutes les offres qui ont été développées. Donc, pour l'été 2020 et également pour l'été 2021. Nous avons également réalisé des itinéraires suggérés. Donc, au départ de grands sites touristiques de la destination, nous avons développé des documents avec des itinéraires pour, par exemple, passer toute une journée sur le territoire à partir d'un équipement où je peux me déplacer sur le territoire pour rejoindre le Marais ou pour visiter d'autres grands équipements de la destination. Donc, c'était vraiment pour avoir une idée de prolonger le séjour des visiteurs, de pouvoir voir le plus de choses possibles sur le Marais et avoir vraiment un document qui les accompagne pendant ces visites. Ces supports ont été diffusés à tous les prestataires du territoire. Donc, on pouvait vraiment retrouver tous ces documents à chaque moment du séjour, quand on arrivait par exemple à son hôtel ou quand on allait à l'office de tourisme ou quand on décidait d'aller dans un équipement, on retrouvait l'agenda où on pouvait avoir des idées pour aller dans d'autres équipements et prolonger le séjour. Une campagne de communication de ces offres a été mise en place au niveau de Pas-de-Calais Tourisme, mais aussi de l'Office de tourisme du Pays de Saint-Omer, des prestataires eux-mêmes qui parlaient forcément de toute la démarche, qui avaient les documents, les supports et qui pouvaient envoyer leurs visiteurs chez d'autres prestataires du territoire pour pouvoir vraiment montrer le lien qu'il y avait entre ces prestataires qui sont vraiment engagés et c'est un noyau dur sur lequel on peut s'appuyer pour développer toutes ces activités. Donc, sur différents supports, sur les sites internet, on a fait de la promotion, des encarts de publicité sur des magazines régionaux. Donc, on en a parlé évidemment dans toutes nos newsletters, sur les réseaux sociaux, beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux, des passages également sur les radios locales. Donc, on a vraiment démultiplié les canaux pour pouvoir toucher le plus de monde possible sur cette opération. Donc, pour faire le bilan de cette opération, on peut dire que le succès a été un peu malheureusement entaché par l'épidémie de Covid en 2020 et la mauvaise météo de l'été 2021. Mais les prestataires sont vraiment très contents du travail de partenariat qui a été mis en place, du réseautage et de cette dynamique créée qui leur a été forcément enrichissante et leur permettant notamment d'élargir leur partenariat et de proposer de nouveaux produits donc en phase avec les clientèles et les valeurs de la réserve de biosphère du Marais audomarois. Donc vraiment, l'intérêt principal était pour eux de travailler ensemble, de réfléchir ensemble à de nouveaux produits, vraiment qui correspondaient au territoire, à la réserve de biosphère, en respectant toutes les caractéristiques uniques de ce type de territoire, et pour vraiment proposer des nouvelles idées, des nouveaux packages innovants, et travailler ensemble là-dessus.
Ok, merci Adeline pour cette présentation. On a une question de Linda qui vous demande, parce que vous nous avez dit que les partenaires sont contents, le retour est positif, mais est-ce qu'on a des retours des visiteurs, de la clientèle en quelque sorte? Est-ce que ça a plu? Oui, ça a plu, ça a plu. Après, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai que forcément, ce n'était pas la meilleure période, malheureusement, pour développer ce genre d'activité. Mais on peut dire qu'en juillet-août, l'année dernière et cette année, il y a eu quand même un rebond de la part des visiteurs. Et c'est vraiment une opération qui a plu. Et je pense que toute la promotion qui a été faite aussi a permis d'attirer aussi de nouveaux clients. On a eu beaucoup de clients locaux de la région, vraiment, qui sont déplacés dans les territoires voisins. Mais cette opération a quand même bien marché. On a eu beaucoup de demandes, surtout au niveau des activités qui étaient proposées tout au long de l'été. Donc, si j'ai bien compris, cette opération-là, le visage des marais, avait une limite dans le temps. Ça s'est déroulé sur une saison, en fait. On a fait les 2 saisons, les 2020-2021. Mais l'idée, effectivement, c'est de continuer sur cette lancée et de continuer à travailler avec tous les prestataires qui sont, comme j'ai dit, vraiment engagés et un vrai noyau dur. Et pour pouvoir reconduire, on espère, toutes ces activités pour les prochaines saisons et développer aussi le tourisme hors saison. Il y a certaines activités qu'on peut vraiment faire en hors saison et on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ok, ben en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, de développer à nouveau. Merci encore pour toute cette présentation, Adeline. Je rajoute que Adeline Gladieux, l'autre Adeline, a mis sur le chat également les liens où on peut trouver directement les guides dont on a parlé tout à l'heure, la boîte à outils en anglais et en français. Comme ça, c'est hyper facile, pratique pour tous ceux qui suivent ce séminaire et qui sont sur le chat. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, la première journée du séminaire final du projet BCHT se termine là tout de suite maintenant. Merci beaucoup pour tous les intervenants qui se sont rendus disponibles, que ce soit ici en présentiel ou bien à distance via la visio. On va se retrouver demain. J'espère que vous serez aussi nombreux à suivre et à interagir sur le chat. Le rendez-vous, c'est 10h30 demain. Je l'avais dit en introduction ce matin, la journée de demain sera plutôt consacrée à l'ensemble des outils destinés directement au grand public. Et non pas, aujourd'hui, on a fait le tour de ce qu'on a mis en place pour les prestataires, les institutions, mais là, on est plutôt, et les gestionnaires. Là, demain, on parlera des outils à destination du grand public. Voilà, un grand merci à vous tous de votre participation. Très bonne fin de journée à vous, bonne soirée. Demain matin, 10h30, on sera au rendez-vous. À demain.